Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va continuer notre revue de l'intrigue des livres et films Harry Potter chronologiquement et soulever ainsi toutes les absurdités du scénario, du monde des sorciers et toutes les décisions illogiques que nos personnages préférés et moins préférés prennent tout au long de l'histoire. Et étant donné qu'on a couvert déjà les deux premiers livres / films lors de ma précédente vidéo, c'est-à-dire Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter la chambre des secrets, eh bien on va donc présentement s'occuper des 3e et 4e opus, respectivement, c'est-à-dire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et la coupe de feu. Plongeons-nous, dès à présent et sans plus attendre, à la chasse aux incohérences et au moment stupide du 3e tome, c'est-à-dire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors, concernant le prisonnier d'Azkaban, eh bien, sa liste des incohérences va être beaucoup plus compacte que les autres, car il faut le dire, l'intrigue de ce livre est remarquablement bien écrite. C'est certainement l'un des meilleurs bouquins qu'a jamais écrit Rowling, soit dit en passant. Et la majorité des incohérences donc de cette histoire tourne autour de toutes les révélations autour des maraudeurs, de Sirius, de Pettigrew, de Lupin, enfin vous connaissez les bails. Et même le retourneur de temps d'Hermione, qui est un des sujets les plus controversés de la saga chez les fans, eh bien, ne pose pas vraiment de problème finalement, à partir du moment où on reste dans le contexte exclusif du prisonnier d'Azkaban. Aussi, je vais quasi seulement me concentrer sur les maraudeurs dans cette partie. Revenons donc quelques décennies en arrière, à l'époque où James et Lily Potter étaient encore vivants. Ils sont donc la cible de Voldemort et doivent se cacher. Pour cela, ils utilisent un sortilège de Fidelitas, qui permet de rendre invisible un lieu dont seul le gardien du secret connaîtrait la localisation. Mais il faut savoir qu'il est possible qu'ils deviennent eux-mêmes, c'est-à-dire les Potter, leur propre gardien du secret, et donc le gardien du secret de leur propre domicile, puisqu'on voit par exemple Bill et Arthur l'être également lors du dernier livre de la saga, c'est-à-dire Harry Potter et les reliques de la mort. Tout comme Dumbledore, qui sera le gardien du secret du 12 Square Grimoire, c'est-à-dire le QG dans l'ordre du Phénix. Et ça ne l'empêchait pas forcément, et d'ailleurs loin de là, d'y faire des allers-retours dans ce 12 Square Grimoire. Donc j'ai envie de dire, voilà, logiquement, Lily aurait été le choix parfait pour être le gardien du secret de sa propre maison, j'ai envie de dire, puisqu'elle restait dans la maison de toute façon. Au minimum, le couple Potter aurait au moins pu choisir un gardien du secret en qui ils avaient une totale confiance. Un occlumancien expérimenté, et accessoirement un sorcier ultra puissant. Donc en gros, évidemment là je parle de Dumbledore, Dumbledore qui aurait été le candidat parfait pour être le gardien du secret du couple Potter, qui en plus de cela était volontaire. Au lieu de ça évidemment, le couple Potter choisit un traître en puissance. Ils auraient pu être quand même un peu plus intelligents dans leur choix de gardien du secret. Parce que parlons-en un peu plus en détail de leur choix de gardien. Le premier choix de James Potter était son meilleur ami, que dis-je, son frère de cœur, Sirius Black. À ce stade, ils savent que quelqu'un proche d'eux, donc proche des Potter, travaille pour Voldemort, mais ce n'est heureusement pas Sirius. Pourtant, James refuse, finalement, et suggère Peter Pettigrew à la dernière minute, parce qu'il pense que Voldemort n'ira jamais après quelqu'un d'aussi insignifiant que Peter, tout en sachant que c'est Pettigrew qui est clairement le plus susceptible d'être le traître, au vu de sa tendance bien connue à se rallier au plus fort. Donc pourquoi Sirius n'a-t-il pas endossé ce rôle lui-même, s'il était prêt à mourir pour protéger les Potter, maintenant qu'on y réfléchit? Je veux dire, on est toujours mieux servi par soi-même, comme vous le savez, surtout que Sirius n'avait juste qu'à se cacher à la limite, ou même à transporter une pilule de cyanure au cas où Voldemort le retrouverait, et l'interrogerait, qu'il soit le gardien du secret ou pas d'ailleurs. Résultat, sans surprise, Peter Pettigrew est le traître, et vend les Potter tout en rejetant la faute sur Sirius. Il était évident que de choisir ce gros rat des champs de Peter Pettigrew n'était pas le meilleur choix de la décennie, ça c'est une certitude, et la logique comme quoi Voldemort n'irait jamais après quelqu'un d'aussi insignifiant que Peter est complètement éclatée. Pettigrew est certes clairement le maillon faible. Moi j'adore ça le jus d'orange donc. C'est bien Eleonore, on est content. De l'entourage des Potter, d'un point de vue mental et de puissance magique. Enfin, ça c'est ce que tout le monde dit dans l'univers de Harry Potter. Mais pour ceux qui ont vu ma première vidéo sur les incohérences d'Harry Potter, vous savez que je considère Peter Pettigrew comme le sorcier le plus craqué de la franchise Harry Potter. Pour moi c'est un Saiyan, mais bon, je m'égare. Même si Peter n'avait pas été un traître ou même le gardien du secret, eh bien Voldemort aurait juste eu à le traquer et à l'interroger, parce que soyons honnêtes, Peter aurait pouki tout le monde en 2 secondes sous la torture. Après tout, on sait que Voldemort n'est pas vraiment frileux à l'idée de tuer des gens, surtout des sorciers aussi faibles, entre guillemets, que Peter Pettigrew. On va passer à notre deuxième incohérence, et on va toujours rester dans le passé, en nous intéressant au moment juste après que les Potter se soient fait attaquer. Alors, Sirius arrive à Godric's Hollow, et demande à Hagrid ce qu'il est arrivé à Harry, c'est-à-dire après qu'il ait appris que ses 2 meilleurs amis sont morts. Hagrid lui dit que Dumbledore lui a demandé d'emmener le bébé à Private Drive chez la famille Dursley. Sirius donc lui prête alors sa moto, et on s'attendrait à ce que Sirius accompagne Hagrid au moins jusqu'à Private Drive pour rejoindre Dumbledore en personne, et l'informer de la trahison de Peter. Et puis, un sorcier aussi doué en légulimancie que Dumbledore n'aurait eu aucun mal à vérifier que Sirius ne mente pas. Et ils auraient pu ensuite, tous ensemble, tendre un piège
à Peter, au lieu que Sirius fonce tête baissée pour le confronter tout seul. Résultat, Sirius tombe dans le piège de Peter Pettigrew, dont on a longuement parlé dans ma première vidéo, je le rappelle, qui fait exploser la rue, tuant 12 moldus au passage, vous connaissez les bails, et Sirius est accusé à tort de l'attaque pendant que Pettigrew se coupe son propre doigt et prend la fuite en tant que rat animagus. Ce qui se passe ensuite a encore moins de sens. Au lieu de disparaître, ou même de continuer à traquer Peter, Sirius pète un plomb. Et forcément, quand la brigade d'élite des tireurs de baguettes magiques débarque, il le jette immédiatement en prison, sans aucun doute concernant sa culpabilité. On a donc Sirius qui est jeté en prison, accusé d'avoir trahi ses amis. Tu crois que j'ai peur d'aller au Helps? Et d'avoir tué Peter Pettigrew dans l'opération accessoirement, sans procès en plus, puisque Barty Croupton Senior lui refuse ce droit. On serait donc en droit, encore une fois, de s'attendre à ce que Dumbledore fasse quelque chose pour le sortir de là, surtout que si Sirius avait vraiment été le traître, il aurait pu largement régler son compte à Hagrid, au moment où il lui offre sa moto volante, et lui prendre le bébé Harry, directement et le tuer, vu qu'apparemment le but de Sirius serait de tuer Harry, en tout cas c'est ce qu'on nous dit dans Le Prisonnier d'Azkaban. Évidemment, Sirius ne fait rien de tout cela, et Hagrid a justement la voie libre pour déposer Harry aux 4 Private Drive, voilà. Donc on nous dit que Sirius c'est un criminel en puissance et un mage noir en puissance. Voilà, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Sirius ne tue pas Hagrid alors qu'il aurait pu le tuer. Bon, on sait en outre que Dumbledore est un grand connaisseur des coups montés et des fausses accusations, puisqu'il l'a vécu lui-même personnellement avec son propre père, mais également l'elfe de maison de Hepzibah Smith, ou même encore Morphine Gaunt. Alors pour ceux qui n'ont pas lu les livres, ces deux personnages dont je viens de parler ont été manipulés par Tom Chudusor afin qu'ils prennent la responsabilité de ses propres crimes. On en apprend un peu plus, et en fait beaucoup plus, dans Harry Potter et Le Prince de Sang Mêlé. Voilà, le livre évidemment. Morphine Gaunt étant l'oncle de Tom Chudusor, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous conseille de le lire. Bref, aussi il n'est pas logique que Dumbledore n'ait même pas essayé de jeter un coup d'œil à cette affaire et de remettre en question les accusations à l'encontre de Sirius. Au lieu de ça, notre ami Dumbledore l'AFK accepte simplement le fait que Sirius soit coupable et lâche tout simplement l'affaire. Bravo le veau. Et on ne va même pas prendre la peine d'interroger Hagrid sur le déroulé des événements et de pourquoi il a en sa possession la moto volante de Sirius, ce qui aurait pu l'innocenter ou au moins créer le doute sur ces fausses accusations. D'ailleurs, on parle de fausses accusations, Hagrid lui-même, je le rappelle, a été la cible lui-même de fausses accusations, rappelez-vous l'histoire de la Chambre des Secrets. Donc même Hagrid aurait pu quand même, je sais pas quoi, avoir la puce à l'oreille et se dire ouh là là. Malheureusement, on se trouve dans Incohérence Land, voilà, Harry Potter et Incohérence Land, et bon, voilà. Rien de tout ça ne se fait, et Sirius pourrit pendant 12 ans dans une cellule moisie. C'est bien triste. Alors, on va passer à notre troisième incohérence, et on va toujours, encore une fois, se focaliser sur les maraudeurs, mais cette fois c'est au tour de Rémus de passer à la casserole. À l'époque où, effectivement, Rémus était un enfant, Dumbledore l'accepte à Poudlard, en sachant très bien que c'est un loup-garou, et qu'une fois par mois, il se transforme en un monstre, qui a un appétit pour la chair humaine pendant plusieurs heures, ce qui n'est pas forcément optimal, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc, pour pallier à ce petit souci, Dumbledore construit un lieu près de l'école, et il fait même planter un certain saule cogneur, afin que Rémus puisse s'y transformer sans blesser qui que ce soit. Quand on sait à quel point un loup-garou peut être dangereux, eh bien on s'attendrait ainsi à ce qu'il soit escorté en toute discrétion sous la cape d'invisibilité et qu'il soit surveillé pendant sa transformation, évidemment, toutes les fois où il y a une pleine lune. Au lieu de ça, on laisse tout seul ce pauvre Lupin sans surveillance et sans protection supplémentaire pour le maîtriser. Résultat, ses amis les maraudeurs, c'est-à-dire Peter, James et Sirius, découvrent son secret, s'amusent à se faufiler en dehors du périmètre autorisé pour se balader, ce qui ne manque pas de causer quelques accidents, puisque Rogue, adolescent, mon petit Rogue, personnage préféré, je tiens à le rappeler, finit par suspecter la vérité et manque de mourir à cause de Rémus et de Sirius, mon pauvre petit Rogue. J'en ai la lame à l'œil. Et pour rester sur Rémus et sa condition de loup-garou, on va faire un bond de plusieurs années dans le temps, évidemment, quand Dumbledore lui offre la position de professeur de défense contre les forces du mal. Cette fois, ils ont de la potion Tulou, concoctée tous les mois par mon petit préféré, c'est-à-dire évidemment Severus Rogue, qui permet aux loups-garous de rester conscients pendant leur transformation. Et Rémus a donc juste besoin d'attendre que ces quelques heures passent tranquillement dans son bureau. Le remède doit être pris régulièrement, pendant plusieurs jours, avant la pleine lune. Considérant les incidents pendant sa jeunesse, on s'attendrait à ce qu'il ait à suivre un protocole strict, et qu'il y ait des mesures de protection prises au cas où il oublierait de prendre sa potion. On parle quand même de loup-garou, ça peut être dangereux et dégénérer assez rapidement, et c'est exactement ce qui se passe. Quand il oublie de prendre la potion, c'est-à-dire à la fin du livre, et manque de tuer plusieurs élèves, c'est-à-dire le trio Harry, Ron et Hermione, même Rogue et Sirius, enfin bref, tout le monde manque de crever, de se faire becter par Lupin en mode loup-garou, en plus de laisser s'échapper Peter Pettigrew qui rejoint Voldemort et qui le fera ressusciter un tome plus tard. Donc j'ai envie de dire, c'est pas rien. On rappelle que la capture de ce cher rat aurait pu innocenter Sirius. D'ailleurs, on a aussi
brièvement évoqué comment Rogue se fait pratiquement tuer à cause de Remus et de Sirius, donc parlons-en un peu plus en détail, parce que là aussi, on a affaire à un cas de stupidité aiguë. Et même si ça me coûte de l'avouer, parce que ça va concerner mon petit Rogue. Donc, on a Rogue qui se pointe dans le bureau de Remus avec une potion tue-loup, et remarque qu'il n'y est pas. Grâce à la carte des maraudeurs, Rogue arrive cependant à le localiser, et donc dans la cabane hurlante avec Sirius et Peter. Rogue sait que Remus est un loup-garou, il sait que c'est la pleine lune, et qu'il va se transformer puisqu'il a oublié de prendre sa potion. Il n'a qu'à lui ramener la potion pour qu'il lui reprenne ses esprits, n'est-ce pas? Eh bien non. Rogue oublie la potion, et pire, il en profite pour se moquer de Sirius et de Lupin. Résultat, il se fait sonner, pratiquement tué par Remus qui se transforme, et c'est Sirius qui le sauve en faisant diversion. Donc effectivement, se faire sauver par son pire ennemi, on a connu mieux. Cela permet également à Peter de s'échapper, pour plus tard aider Voldemort à revenir à la vie. Donc voilà, bravo Rogue, fallait la faire celle-là. Être aussi stylé ne t'exonère pas d'utiliser ton cerveau, l'ami. Alors, à l'incohérence suivante, et parlons maintenant encore une fois, de Sirius Black. Alors, son charisme est indéniable, ça c'est certain, d'autant plus qu'il est campé quand même par Gary Oldman dans les films, donc j'ai envie de dire, voilà quoi, plus sans charisme, hein, directement. Mais ses choix et ses décisions sont un peu douteuses, c'est le moins qu'on puisse dire, et stupides, bien souvent. On rappelle qu'il est condamné à tort pour le meurtre des parents de Harry, et à cause de Peter Pettigrew, le traître qui a simulé sa mort en se transformant en rat, et qui deviendra l'animal de compagnie de Ron plusieurs années plus tard. Après son évasion d'Azkaban, il avait juste à contacter Dumbledore, ou n'importe quel autre membre de l'Ordre du Phénix, et leur révéler la vérité. Dumbledore aurait pu vérifier qu'il ne ment pas grâce à la Ligue Illimancie, d'autant plus que Dumbledore peut aller visiter la cellule des gens à Azkaban. Il peut tout à fait le faire, voilà. De cette façon, Pettigrew aurait été arrêté, Sirius innocenté, et Harry aurait été en sécurité. Au lieu de ça, Sirius ne fait rien, ne dit rien à personne et entre par effraction à Poudlard pour capturer Peter. Pire encore, il agit vraiment comme un véritable criminel puisqu'il attaque le portrait de la grosse dame et entre par effraction dans la tour des Gryffondor avec un couteau. Forcément, il n'arrive pas à capturer Pettigrew et il a l'air encore plus suspect qu'avant. Bravo mec. Tout ça n'aurait jamais été un souci d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, et là on va passer à la deuxième partie de l'incohérence, si Peter Pettigrew n'était pas un idiot fini. Il n'avait pas monté un plan totalement stupide pour échapper à Sirius. Tout ce qu'il lui fallait, c'était de changer de famille ou d'identité toutes les quelques années. Par exemple, tous les 2 à 4 ans, ce qui est évidemment l'espérance moyenne de vie d'un rat, pour ne pas éveiller les soupçons. Ou au minimum, d'éviter de se rendre à Poudlard. Il aurait juste eu à retourner dans sa forme humaine quand le retour de Voldemort approchait, et puis voilà. Au lieu de ça, Peter décide de rester avec les Weasley sous la même identité de Croutard, un rat qui vit beaucoup trop longtemps pour un animal censé être non magique, et les suit à Poudlard chaque année, pendant 12 ans. Difficile de faire plus suspicieux que ça. Sans surprise, il suffit alors à Remus de regarder la carte des maraudeurs pendant son année en tant que professeur de défense contre les forces du mal pour repérer Pettigrew et comprendre que c'est lui le traître et que Sirius est forcément innocent. Et puisqu'on n'en a jamais fini de questionner les décisions illogiques de Sirius, en voici une nouvelle. Cette fois-ci, regardons un peu plus du côté de Patenron, donc le chat d'Hermione. Patenron qui n'est d'ailleurs pas seulement qu'un chat, mais également un flaireur. Voilà, il est à moitié flaireur, donc ça explique son intelligence. Alors, quand Patenron rencontre Croutard, il l'attaque immédiatement, car il se rend compte que c'est un animagus suspect, et un animagus tout court, pas besoin d'être suspect. Sauf que, comme c'est un chat, il ne peut pas le communiquer à sa maîtresse. Par contre, il peut communiquer avec d'autres animagis, dont Sirius sous sa forme de chien. Sirius aurait donc pu facilement convaincre Patenron de faire passer un message au trio, comme quoi le rat est dangereux, puisqu'il arrive à lui faire ramener la liste des mots de passe de Neville. Ou alors, l'envoyer prévenir McGonagall quand elle est sous sa forme de chat. Au lieu de ça, il lui demande simplement de capturer Pettigrew. Résultat, Patenron s'infiltre à répétition dans le dortoir des garçons pour tenter de tuer Croutard, ce qui finit par forcément énerver Ron. Patenron finit par attaquer une dernière fois le rat et son maître, ce qui pousse Pettigrew à simuler sa mort pour faire punir le chat, et finalement, voilà. On n'est pas plus avancé, comme dirait le vieux dans le parapluie de Cherbourg. Bon, on n'est pas plus avancé. Cela nous mène donc au moment où, à la fin du livre, Sirius et Remus racontent au trio, c'est-à-dire Harry, Ron et Hermione, leur histoire avec Pettigrew, ainsi que l'histoire des gardiens secrets, blablabla. Bref, le trio et les deux adultes capturent donc Pettigrew et entreprennent de l'escorter jusqu'au château de Poudlard. Ils savent très bien que c'est un animagus qui peut se transformer en rat. Ils devraient donc, alors et en toute logique, ne pas prendre de risques, et par exemple le stupéfixer, comme ils l'ont fait avec Rogue, pour le faire flotter jusqu'au château, ou alors le mettre dans une sorte de boîte dans sa forme de rat, afin qu'il ne s'échappe pas, comme Hermione le fera donc un tome plus tard, avec Rita Skeeter et sa forme de punaise. Puisque la logique semble leur échapper ce jour-ci, ils ne font rien, ce qui permet à Pettigrew de se transformer, alors qu'ils l'ont attaché avec Remus et Ron. Forcément, il arrive à se libérer de ses chaînes en se transformant en rat, ce qui laisse Ron tout seul à la merci d'un loup-garou assoiffé de sang. Bon.
Encore quelque chose qui aurait pu être évité si, quelques instants auparavant, Hermione ou même Sirius, qui est d'ailleurs en possession de la baguette de Rogue, avait stupéfixé Remus, ou l'avait immobilisé, avant qu'il ne finisse sa transformation en loup-garou. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, je dirais quoi, 20 secondes de transformation en loup-garou. À partir du moment où tu vois Remus en train de japper, en train d'avoir des convulsions et en train de faire je sais pas quoi, en train de se rouler au sol, bah voilà, stupéfixe et puis on n'en parle plus. Bref, bien sûr, ils ne font rien, ce qui oblige Sirius à se transformer lui-même en clébard pour combattre Remus et le contenir. Il y arrive finalement, mais il en sort gravement blessé et il échappe de peu au baiser du détraqueur suite à ces événements. Et finissons avec les incohérences du prisonnier d'Azkaban en parlant maintenant d'Hermione et du fameux, du très fameux, de l'infameux, que dis-je, retourneur de temps. Bon, alors cet objet magique, qui est à la base de je ne sais combien d'incohérences, comme je vous l'ai déjà dit, permet de voyager dans le temps, même si sa portée est limitée. Même si on serait en droit d'en douter, hein, quand on lit Harry Potter et l'enfant maudit. Bref, quand même, c'est un artefact d'une grande importance, qui pourrait servir à recueillir des informations, voire à altérer le passé. Ce n'est pas un objet qu'on devrait donner à une jeune élève, aussi spéciale Hermione soit-elle. L'objet devrait être gardé précieusement, voire tenu secret, comme par exemple au département des mystères, je ne sais pas, et seulement utilisé en cas de nécessité. D'ailleurs, c'est le cas. Hein. Mais non, on le donne à Hermione juste pour qu'elle puisse suivre plusieurs cours en même temps. Alors d'accord, Hermione est plus compétente que la plupart des sorciers qui l'entourent, mais c'est quand même un sacré risque de lui laisser un tel artefact. Quelqu'un aurait pu le lui voler et l'utiliser à mauvais escient. Sans parler du fait que laisser quelqu'un comme Hermione, qui se soucie énormément de l'échec et de ses notes, suivre autant de cours est quelque peu irresponsable pour sa santé mentale, physique et même sa vie sociale. Heureusement qu'elle est forcée d'arrêter ce rythme infernal, puisqu'on la voit commencer à s'effondrer sous la pression, ce qui est normal. Un rythme pareil n'est clairement pas adapté à une enfant. Et évidemment, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, de tout ce qui ne va pas avec le retourneur de temps. Le truc avec le retourneur de temps, c'est qu'au sein du prisonnier d'Azkaban, je l'ai déjà dit en début de vidéo, il fait totalement sens, vu qu'il provoque une boucle temporelle stable. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Donc stable time loop en anglais. Et tout ce qu'ont pu changer Harry et Hermione dans le futur était déjà changé à la base. Le prisonnier d'Azkaban est même l'un des seuls exemples de voyage temporel qui fait sens dans la fiction, ce qui est super rare, il faut le dire. Je veux dire, à part Primer et Time Crimes, deux des seuls films qui utilisent le concept de voyage temporel correctement, c'est assez rare tout de même de voir une œuvre de fiction qui utilise les voyages temporels sans pour autant se mordre la queue. Bon, le problème du retourneur de temps survient à partir du moment où tu le sors du contexte exclusif du prisonnier d'Azkaban et que tu te rends compte qu'il y a plein de moments de l'intrigue des autres livres où les retourneurs de temps auraient pu être utilisés sans que personne ne le fasse. C'est d'ailleurs tellement embêtant pour J.K. Rowling qu'elle a décidé de les dégager de son histoire de la manière la plus paresseuse possible, c'est-à-dire à la fin de l'Ordre du Phénix, c'est-à-dire 5e tome, où il s'avère que tous les retourneurs de temps du monde sont tous placés dans la même salle et se font tous détruire en même temps durant la bataille du département des mystères. Justement, comme ça on n'en parle plus. Nom de Zeus! Il y avait moyen de faire mieux, quand même, ça c'est certain. Bon, alors, on en a enfin fini avec le prisonnier d'Azkaban, on va donc se plonger dans le 4e opus, c'est-à-dire Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que l'adaptation cinématographique de ce 4e tome est absolument catastrophique. Voilà, il faut quand même dire les termes à un moment donné. Alors Mike Newell, le réalisateur donc, de ce 4e film, n'a jamais caché qu'il n'en avait strictement rien à foutre de Harry Potter, qu'il n'a lu aucun des livres et qu'il n'en lirait jamais aucun. Et ouais, ça se voit. Je comprends tout à fait que lors d'une adaptation, on est obligé de faire des choix. Mais là, il y a juste exagération. Et à partir du moment où tu comprends que les 12 premiers chapitres du livre se sont juste barrés en vacances, que des personnages importants tels que Ludo Verpet ou Bagman, pour les anglophones, ou Winky ont tout simplement disparu, des éléments importants de l'intrigue comme le fait que Rita Skeeter soit une animagus, ça aussi, on sait pas où c'est, et toute la 3e épreuve dans le labyrinthe a été littéralement souillée. Dites au revoir au Sphinx, à l'épouvantard, et toutes les créatures stylées du livre que l'on voit dans le labyrinthe. Vous savez, je pourrais presque comprendre l'omission des points importants de l'intrigue, comme Barty Croupton Jr. qui se voit tué par voie de baiser de détraqueur à la fin du livre à cause de Fudge, et même des points semi-importants de l'intrigue comme le fait que Fleur soit à moitié, ou en tout cas un quart Vélan si je ne m'abuse. Bref, je veux dire c'est normal, c'est un film, on peut pas tout mettre, voilà. Je le comprends. Mais si c'est pour passer 20 minutes sur Harry qui fait des drifts en esquivant un dragon, c'est-à-dire lors de la première épreuve, qui est bien trop longue dans le film par rapport à tout le reste, finalement c'était pas la peine, voilà. Évidemment, le pire élément de ce 4e film est sans aucun doute la manière dont Dumbledore est mise en scène justement, et le fait qu'il agisse comme un psychopathe complètement dingue durant tout le film. Et je veux dire, et même dans ceux qui suivront.
Il faut savoir que le premier acteur qui a joué Dumbledore, à savoir Richard Harris, donc il jouait Dumbledore dans les 2 premiers films, c'est-à-dire Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre des secrets, campait un Dumbledore absolument parfait selon moi, car il était non seulement très charismatique, extrêmement calme, maître de ses émotions, mais aussi espiègle, et il faut le dire, bizarre et décalé. Un élément de la personnalité de Dumbledore qui a complètement été enlevé des films dès la mort de l'acteur. On le regrette, et son remplacement par Michael Gambon, ou Gambon, je sais pas exactement comment je suis censé prononcer ça, bref, un acteur qui n'a clairement pas compris le personnage, et qui selon son propre aveu n'a jamais lu aucun des livres, car il s'en tape les reins. Voilà, au moins il a dit les termes, ça c'est certain. Donc on se retrouve avec un Dumbledore qui gueule comme un pilier de bar irlandais pendant tout le film. Harry Potter ! Qui menace physiquement Harry en le prenant à la gorge, le plaquant contre un mur comme un chicanos, enfin je veux dire c'est du n'importe quoi à tous les niveaux. J'ai rarement vu un tel massacre de personnages. Mais étant donné que mes vidéos sont centrées sur les incohérences des livres et non pas des films, je ne m'étendrai pas davantage sur les adaptations. Et on va tout de suite passer au listage des incohérences du livre. Alors, on va commencer avec le prologue du livre qui nous met directement dans le bain, avec une petite incohérence de derrière les fagots qui n'a pas de réelles conséquences sur l'intrigue, certes, mais qui démontre que nos sorciers, soi-disant intelligents, sont parfois un peu à la ramasse. Dans le prologue donc, alors que Voldemort et Peter Pettigrew se cachent dans l'ancien manoir de la famille de Voldemort à Little Hangleton, un vieux moldu, nommé Frank Bryce, s'introduit dans le domicile après avoir vu de la lumière et entend leur conversation. Ça n'a aucune incidence, puisque Nagini le serpent le trouve et avertit son maître qui va tuer le vieil homme indirectement, mais ça montre quand même à quel point un espion aurait pu facilement s'introduire dans le manoir pour les capturer. Pour un sorcier aussi intelligent que Voldemort à Skip, c'est surprenant qu'il n'ait pas pensé à entourer le manoir de sortilèges de protection pour au moins détecter des possibles intrus, ou même, dissimuler leur présence, comme un délire avec un sortilège de Fidelitas. Enfin bref. Peu importe, ça c'est vraiment une petite incohérence. Là c'est un petit biscuit, là, en termes d'incohérence, ça n'a pas trop d'impact. Et on va augmenter un peu la pression avec une autre petite incohérence, qui n'est pas très importante, mais qui est quand même assez marrante. Donc, parlons de mode, pour une fois. Donc après le chaos de la Coupe du Monde de Quidditch, Ron et Harry rentrent au terrier, c'est-à-dire donc la maison des Weasley, et constatent que la mère Weasley, Molly de son petit nom, leur a acheté des robes de sorcier, en plus des livres et d'autres fournitures. Ron est furieux que sa mère lui ait pris une robe marron avec des manches en dentelle, qui semble provenir d'un autre siècle, tellement elle est vieille, alors que Harry se sent coupable, parce qu'il a reçu une belle robe, puisque Madame Weasley a utilisé l'argent des Potter. Harry aurait facilement pu acheter une belle robe à Ron, et la lui donner anonymement, pour ne pas blesser sa fierté, ou la lui offrir comme un cadeau de Noël en avance, pour que ça ne fasse pas trop charité. Ou alors, Ron aurait pu ravaler sa fierté et demander à Harry de lui emprunter de l'argent, pour qu'il ne ressemble pas à un idiot fini lors des événements sociaux de l'année. Et au pire du pire, ils auraient pu demander à Hermione de les aider à transfigurer la robe. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour la sorcière de génie que Hermione est, de changer la couleur du vêtement ou même de retirer la dentelle. Au lieu de ça, personne ne fait rien pour Ron, qui doit aller au bal de Noël avec sa robe éclatée au sol. Alors que Harry achète quand même plein de chaussettes pour Dobby. Seulement à la fin du livre, Harry pense enfin à dire à Fred et à George d'acheter de nouvelles robes avec l'argent qu'il leur file. Pas trop tôt, enfoiré. De toutes les manières, Harry c'est une grosse pince. Une pince! On va pas se mentir, ne serait-ce que, je sais pas moi, dans Harry Potter et la chambre des secrets, quand Ron se casse sa baguette et fait n'importe quoi durant toute l'année, je sais pas quoi. Il aurait quand même pu utiliser un peu de sa fortune pour lui filer un peu d'argent, afin qu'il puisse s'acheter une nouvelle baguette, je sais pas quoi. Fais croquer un peu tes poteaux, Harry, j'ai envie de dire, enfin bref. Il y a 1 milliard de problèmes qui auraient pu être réglés avec l'argent de Harry, mais bon, on va dire qu'on va fermer les yeux. Et Laura? Ouais, bien ou quoi mon ref? Passons maintenant au point crucial de l'intrigue, à savoir comment Voldemort et Barty Croughton Jr. essayent de restaurer le corps de Voldemort via un rituel qui requiert le sang de Harry. Alors pour récupérer son sang, Croughton utilise du polynectar pour se transformer en Maugret Folleuil, donc Alastor Maugret, le professeur de défense contre les forces du mal de cette année. Puis, à la fin de l'année, utilise un porte au loin pour ramener Harry à Little Hangleton, là où sera réalisé le rituel. Donc, alors la question est la suivante. Pourquoi échafauder un plan aussi compliqué et tiré par les cheveux, déjà? Ce serait pas mal qu'on m'explique. Je veux dire, était-ce vraiment nécessaire d'inscrire Harry au tournoi des 3 sorciers et de parier sur le fait qu'il gagnerait contre les élèves les plus forts d'Europe, même avec un coup de pouce, et qu'il attraperait en premier la coupe de feu? Je veux dire, tellement de choses sont hasardeuses dans ce plan complètement irréaliste. Barty Croughton Jr. aurait pu, à la place, simplement inviter Harry à son bureau à n'importe quel moment de l'année et lui faire prendre le porte au loin. Ou le stupéfixer, au cas où les barrières de Poudlard ne lui permettraient pas d'utiliser le porte au loin, et de le mettre dans le coffre magique dans lequel Maugret est lui-même enfermé. Le vrai Maugret, évidemment. Personne n'aurait réalisé la disparition de Harry avant des heures entières, ce qui laisserait à Barty Croughton Jr. pas mal de marge pour faire un peu ce qu'il veut, et enfin je sais pas quoi, ou même, on peut le dire, Barty Croughton Jr. aurait simplement pu voler du sang à Harry,
Le rituel requiert que le sang soit pris de force, certes, mais lui envolé à son insu et en quelque sorte pris sous la contrainte aussi. Croupton aurait eu alors juste à couper sans faire exprès Harry, recueillir son sang dans une fiole et ce serait réglé. Voilà, le tour sera joué. Ce n'était pas nécessaire d'essayer de le tuer à ce stade. Mais il faut le dire, même la participation de Harry au tournoi des 3 sorciers n'a aucun sens de base. Bien qu'il ait été piégé puisque quelqu'un a mis son nom dans la coupe de feu et qu'il lui serait soi-disant impossible d'aller à l'encontre du choix de la coupe parce qu'il faut au minimum, je crois, avoir 17 ou 18 ans pour participer au tournoi, eh bien les participants tirés au sort signent automatiquement un contrat magique qui les oblige à y participer, donc on s'attendrait à ce qu'ils essaient au moins de tout faire pour que Harry n'ait pas à y participer, donc ils auraient pu chercher à exploiter une faille dans le contrat magique ou à faire disqualifier Harry. Par exemple, on sait qu'il est interdit de demander de l'aide à un professeur, donc Harry aurait pu le faire, et donc par là même être disqualifié directement, d'office. Harry aurait pu tout simplement ne pas participer aux épreuves et déclarer forfait, ça aussi c'est possible. De toute façon, personne ne voulait qu'Harry participe, et cela aurait été mieux pour tout le monde qu'il ne tente même pas les épreuves. Surtout qu'absolument personne ne cherche à trouver le véritable coupable, celui donc qui a mis le nom de Harry dans la coupe. Puisque tout le monde sait que Harry n'a pas pu le faire lui-même, parce qu'il n'est pas assez vieux pour ça, il a que 14 ans alors qu'il devrait avoir au moins 17 ou 18 ans. Tout le monde joue donc intentionnellement le jeu du coupable, personne ne fait rien et la vie de Harry est mise en danger inutilement lors de sa participation aux épreuves. Tout le monde croit Barty Croupton Senior quand il dit qu'il n'a aucun moyen de faire autrement et qu'il doit y participer, alors même que celui-ci est sous le sortilège de l'Imperium. Il n'y a donc aucune enquête, personne ne surveille les participants, laissant à Barty Croupton Junior le champ libre pour son plan tiré par les cheveux. Résultat, Harry est enlevé, Cédric se fait sniper par Peter Pettigrew, ce qui entache à tout jamais la réputation du tournoi des 3 sorciers. Sans parler du fait bien que personne ne trouve ça étrange, qu'à part la première épreuve, rien ne permet aux spectateurs d'observer les agissements des participants pendant l'épreuve. Sacré chaud, dis donc, hein. Bon. Alors maintenant, revenons sur l'utilisation du polynectar de Croupton Junior, qui a donc, comme je l'ai dit, volé l'identité de Alastor Maugret, Folleuil, pendant toute l'année scolaire, qui exercera donc en tant que professeur des défenses contre les forces du mal. Alors, pour qu'il ne soit pas démasqué, Barty Croupton doit boire une dose de polynectar toutes les heures. Vous le savez, quelqu'un de bien préparé serait donc venu avec de quoi tenir des mois entiers, et même rajouter un peu de rab, donc de polynectar, au cas où on ne sait jamais, puisque Barty Croupton Junior, c'est exactement combien de temps il va devoir rester à Poudlard, surtout qu'il a de la place dans son coffre. Ou alors, je sais pas moi, qu'il contacte d'autres mange-morts pour qu'il lui envoie des potions, ou qu'il aille en acheter lui-même pendant le week-end. Au lieu de ça, eh bien, Barty Croupton Junior préfère voler les ingrédients à Rogue pour qu'il prépare donc la potion lui-même. Alors que c'est évident que cela va éveiller les soupçons, et que vu les ingrédients, cela pointe vers du polynectar. Ce n'est donc pas une surprise que Rogue finisse par le coincer. Barty Croupton se justifie en disant que Dumbledore lui avait ordonné de fouiller son bureau et que c'est sûrement Harry qui est le voleur. Forcément, comme Rogue haït Harry, il se laisse facilement convaincre et les soupçons envers Barty Croupton Junior sont directement enlevés. Puis on a affaire à un quiproquo de qualité. Merci, un quiproquo de ouf, frère. Je parle pas japonais, quiproquo, tout ça je connais pas. Puisque Rogue ne précise pas quand les ingrédients ont été volés, donc Harry ne dément pas, puisqu'il a effectivement volé de quoi faire du polynectar donc dans la réserve de Rogue, mais c'était il y a 2 ans, durant Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc voilà, c'est un peu trop facile cette histoire. Non, c'est important. Il est maintenant temps de reparler du tournoi en lui-même et de la seconde épreuve en particulier. Harry apprend que les participants doivent trouver un moyen de respirer sous l'eau pour au moins 1 heure, puisqu'ils doivent aller récupérer quelque chose de précieux au fond du lac de Poudlard. On les met en garde que s'ils n'arrivent pas à récupérer leur objet, celui-ci sera perdu à tout jamais. En arrivant au fond du lac, Harry réalise que les choses précieuses sont en fait leurs proches. Donc des humains, forcément, et la réaction logique de Harry aurait été de comprendre que l'avertissement n'était que pour le show, et que les officiels ne vont pas quand même laisser les otages mourir, pour que le tournoi puisse se faire avec de vraies personnes. Au lieu de ça, Harry pense que leur vie est réellement menacée, et sauve l'otage d'un autre champion, c'est-à-dire Fleur de la Cour. Résultat, il manque de se noyer, et finit avant-dernier grâce à l'élimination d'un participant. Heureusement pour lui, sa détermination de sauver tous les otages le propulse à la seconde place. Mais le fait même que de vraies personnes soient utilisées pour cette seconde tâche est incohérent, et surtout non nécessaire. Les mesures du tournoi prévoient que tous les participants doivent avoir au minimum 17 ans, alors que tous les otages sont mineurs, Cho Chang étant la plus âgée à seulement 15 ou 16 ans, et la plus jeune, Gabrielle la sœur de Fleur, est seulement âgée de 8 ans. S'ils ont pu utiliser de faux œufs de dragon pour la première tâche, qu'est-ce qui empêchait les organisateurs du tournoi d'utiliser des mannequins à l'effigie, donc de personnes réelles, ou quelque chose dans ce genre-là? Les otages ont été mis en danger inutilement, et auraient pu se noyer ou même être blessés. Surtout que les sirènes ont reçu comme instruction d'empêcher tout champion qui essaierait de sauver plusieurs otages. Harry a au moins la présence d'esprit de les effrayer avec sa baguette, afin qu'elles s'en aillent. Et même si au final personne n'est blessé, à part Fleur qui s'est fait attaquer par des strangulos, eh bien les familles des otages sont totalement paniquées, à l'idée que leurs enfants soient
retenu sous l'eau, comme on le voit avec Percy qui sprint vers Ron quand il sort de l'eau, et une Fleur hystérique qui refuse de se faire soigner jusqu'à qu'elle soit sûre que sa sœur soit en sécurité. Et bien sûr, personne ne précise que si un champion n'arrive pas à récupérer son otage, les sirènes le libéreraient et le ramèneraient à la surface après avoir reçu un signal. C'est pas très Coubertin tout ça, hein, ça c'est certain. Bref, avançons maintenant à la fin de la 3e épreuve du tournoi, donc c'est-à-dire au moment où Harry et Cédric se saisissent de la coupe de feu. Alors, la coupe de feu se révèle donc être un porte-au-loin qui transporte Harry et Cédric dans un cimetière. Il n'y a personne dans l'immédiat quand ils arrivent, et la coupe est toujours à portée de main. Ce serait logique qu'ils l'attrapent immédiatement une fois encore, pour partir et dégager de là. Si la coupe les ramène à Poudlard, ce qui se passe finalement, c'est donc la preuve que le cimetière ne faisait pas partie de l'épreuve. Ils auraient donc pu prévenir immédiatement les Aurores, qui auraient pu enquêter sans perdre de temps. Au minimum, les deux garçons devraient être sur leur garde, en voyant à quel genre d'épreuve ils participent. Au lieu de ça, ils perdent du temps à regarder autour d'eux et à se demander où ils sont. Résultat, Petit Gros et Voldemort se pointent, ce qui bloque Harry à cause de sa cicatrice, puis Cédric se fait tuer pour rien, juste parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Petit Gros a donc le champ libre pour réaliser le rituel et restaurer la puissance de Voldemort. Et en parlant du porte-au-loin, Barty Croupton Jr. aurait très bien pu retirer le sortilège de Portus de la coupe afin que l'utilisateur soit seulement ramené au cimetière sans pouvoir repartir. Ou en tout cas, je sais pas, modifier le porte-au-loin afin qu'il puisse faire l'aller mais pas le retour. Voilà, vous m'avez compris. Bon, ça laisserait Harry à la merci de Voldemort sans qu'il ne puisse lui échapper. Au lieu de ça, il laisse le sortilège sur la coupe, ou en tout cas le sortilège de base sur la coupe, c'est-à-dire l'aller-retour. Même si c'est par des circonstances un peu hasardeuses, eh bien Harry arrive à échapper à Voldemort. Et même si c'est pas très grave, puisque Fudge ne croit de toutes les manières pas au retour de Voldemort et ne prend aucune mesure contre lui, Voldemort manque quand même une occasion assez sympathique de tuer son némésis, c'est-à-dire Harry. Donc Voldemort avait la parfaite occasion de tuer Harry encore une fois, après qu'il ait fanfaronné quand ses mange-morts sont arrivés. Je veux dire, il avait même le couteau sacrificiel pour tuer Harry si aucun sort ne marchait contre le garçon. Au lieu de ça, Tom Jeu du sort fait le malin, il libère Harry pour le défier en duel, et en plus, je sais pas, il préfère le torturer avec un sortilège Doloris, plutôt que de le finir tout de suite, juste pour le provoquer. Et Harry arrive donc à s'échapper et à prévenir Dumbledore du retour de Voldemort. Je veux dire, il aurait dû juste demander, je sais pas moi, à Crabbe Goyle ou même à Lucius Malfoy de tuer Harry, puis c'est réglé quoi. Évidemment, on pourrait me dire oui, mais Voldemort est fier, il veut être celui qui tue Harry. Écoute, Voldemort, on t'aime bien, même si non, moi je t'aime pas. Vraiment un personnage éclaté ce mec. J'en parlais d'ailleurs dans quelques vidéos quand je le comparerai avec Grindelwald. Donc voilà, petit spoil. Je ferai une petite vidéo sur Voldemort versus Grindelwald peut-être dans un mois. Je vous dirai que c'est un personnage éclaté. Mais voilà, ça n'excuse rien. Bon allez, je vais être sympa. Bon j'avoue, il y a un truc que j'aime bien chez Voldemort, c'est son rire de Hamar. Son rire d'idiot du village, d'accord, ok. J'aime bien ça chez Voldemort, mais voilà. C'est tout. Ne m'en demandez pas plus. Mais je peux pas vous dire plus. Bon, et maintenant, passons à la dernière incohérence / moment stupide du livre, c'est-à-dire le CSC, donc le but contre son camp de Cornelius Fudge. Donc peu de temps après ce qui vient de se passer, le ministre de la magie, c'est-à-dire Cornelius Fudge, est prévenu de la tournure des événements. L'épreuve du retour de Voldemort inclut quand même le témoignage de Dumbledore, qui n'est pas connu pour mentir, et 2 témoins, dont un qui est littéralement un mange-mort, c'est-à-dire Barty Croupton Jr., qui a admis sous Veritaserum qu'il était en contact avec Voldemort. Et l'autre est Harry, qui jure avoir vu le rituel de ses yeux. Donc le rituel qui a ramené Voldemort, et en plus il a les blessures sur son corps pour le prouver. Dumbledore ordonne donc à McGonagall de surveiller Barty Croupton Jr. et de prévenir le ministère au cas où celui-ci voudrait l'interroger. Fudge devrait se rendre compte qu'un mange-mort désarmé et immobilisé ne devrait pas vraiment pouvoir lui faire de mal, mais non. Fudge, cet imbécile, préfère ramener un détraqueur avec lui pour l'interroger, sauf que les détraqueurs évidemment détestent les prisonniers qui leur ont échappé. Donc le détraqueur en question essaye en plus de donner le baiser du détraqueur à Harry, pour se venger qu'il ait défendu Sirius l'année dernière. Forcément Fudge n'a même pas le temps d'interroger Croupton, que celui-ci reçoit le baiser du détraqueur, ce qui détruit son âme, et bon, donc il ne peut plus témoigner. Pour ne rien arranger, Fudge rejette la faute sur Croupton Junior en disant qu'il a toujours été un lunatique, au lieu de se rendre compte que c'est à cause de lui qu'il est dans cet état, ce qui énerve forcément tout le monde, puisque Fudge vient d'incapaciter, et quand je dis incapacité, je suis gentil, un témoin majeur. En plus du témoin qui est Croupton, Rogue montre à Fudge la marque des ténèbres sur son bras, tatouage qui était pour la dernière fois visible lors du dernier règne de terreur de Voldemort. Donc le fait que la marque des ténèbres soit de nouveau visible sur le bras de mon petit préféré Rogue ne signifie qu'une seule chose, c'est-à-dire que Voldemort est bel et bien de retour. Et bien sûr, il y a quand même le corps de Cédric, le cadavre de Cédric même, si je puis me permettre, comme preuve supplémentaire. Avec toutes ces preuves, ce serait logique donc que Fudge finisse par reconnaître le retour de Voldemort et accepte de prendre les mesures conseillées par Dumbledore à cet effet. Et même si Fudge n'y croit pas personnellement,
évidemment, il devrait quand même essayer de mener l'enquête au minimum, hein, même discrètement, afin de ne pas causer une panique générale. C'est un homme égoïste et lâche, certes, mais il devrait se rendre compte qu'il a beaucoup à gagner à prendre des mesures contre le retour de Voldemort, et finalement avoir tort, hein, bon, et tout à perdre, s'il a tort et que Voldemort est bien de retour, ce qui est le cas d'ailleurs, c'est triste. Au lieu de ça, Fudge ne prend aucune mesure et pense même que Dumbledore a tout manigancé pour prendre sa place de ministre de la magie, alors même que Dumbledore ne veut pas du poste et qu'il l'a refusé, je crois, 3 fois de suite. Tout ça parce que Fudge ne veut pas avoir à assumer le fait de s'occuper du retour de Voldemort. Ce faisant, Fudge donne le champ libre au camp de Voldemort pour opérer tranquillement, pour fourbir leurs armes et recruter des mange-morts, en faire s'évader d'autres d'Azkaban, tout ça pendant que Fudge ne fait rien du tout. Heureusement pour lui, Voldemort n'était pas encore dans une phase de conquête à ce moment-là, mais si ça avait été le cas, la situation aurait été catastrophique. Bien évidemment, quand la vérité éclate enfin, Fudge est obligé de démissionner, et sa carrière est détruite. Le pire du pire, c'est que le reste du ministère de la Magie suit aveuglément les ordres de Fudge, soit par argument d'autorité, soit parce qu'ils s'en foutent un peu. Mais il y avait encore d'autres moyens que Dumbledore aurait pu utiliser pour convaincre Fudge. Il aurait notamment pu utiliser une pancine pour montrer à Fudge les souvenirs de Harry, après les avoir regardés lui-même pour savoir exactement ce qui s'était passé. Et même si les souvenirs peuvent être altérés, Harry ne sait pas le faire, surtout qu'il a que 14 ans, il n'aurait de toute façon pas eu le temps de le faire, j'ai envie de dire. Surtout qu'on ne parle pas que du retour de Voldemort, mais également du meurtre d'un élève de Poudlard, c'est-à-dire d'Igori. Et en plus, les souvenirs altérés sont repérables, même par des yeux inexpérimentés, comme on nous le montrera 2 livres plus tard, avec Slughorn et son souvenir avec Tom Jeu du Sort, vous le savez, dans Harry Potter et le Prince de Sang mêlé. Et on parle même pas du monologue de Barty Croughton Jr. et de ses aveux, sous les yeux de Harry évidemment. Ou alors, et on peut encore continuer longtemps, Dumbledore aurait pu utiliser un retourneur de temps pour amener Fudge au cimetière, en utilisant une cape d'invisibilité pour lui prouver l'existence du rituel. C'est quand même incroyable que pour quelque chose d'aussi grave que le retour de Voldemort, personne n'ait réellement essayé de convaincre Fudge. Alors, écoutez, on en a fini avec cette vidéo. Écoutez, en espérant qu'elle vous ait plu. En tout cas, moi, vous allez me retrouver la semaine prochaine pour le listage de toutes les incohérences d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et évidemment, Harry Potter et le Prince de Sang mêlé. Jusque-là, prenez soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, et à la prochaine.